Le 1er septembre commençait le Cocorico Challenge de Camelot Magicadou. Je vous avais fait une pile à lire de 7 ouvrages d'auteurs de SFFF français. Et la question que tout le monde se pose, c'est donc... C'est faux, personne se demande ça. Je disais donc, et la question que tout le monde se pose, c'est est-ce que j'ai réussi mon challenge, oui ou non? Alors, on va dire que j'ai réussi le challenge à 90% parce que j'ai lu 6 livres sur les 7 qui étaient prévus. D'ailleurs, je vous remets ma pile à lire dans le petit si vous voulez aller jeter un petit œil avant de découvrir ce que j'ai pensé des livres. Et on a oscillé entre déception, agréable surprise, très agréable surprise. J'ai hâte de vous en parler, c'était en tout cas un challenge très intéressant à faire et j'ai découvert de super œuvres. J'ai aussi été déçue mais finalement j'ai découvert des classiques, donc pour ma culture générale, ça fait pas de mal. Allez, c'est parti! Petit résumé de nouveau rapide, dans ce livre on y suit Sphyrène et Maëlle. Sphyrène c'est une nageuse de compétition et Maëlle c'est une clone de sa propre mère. Et donc ces jeunes filles sont en quête de sens, un peu en quête d'identité dans leur vie. C'est de la science-fiction française dans un monde futuriste qui ressemble pas mal au nôtre, mais simplement il y a eu le développement des technologies, de la science, de la chimie, bref on a découvert notamment le clonage, vous en doutez, et on va suivre ces jeunes femmes dans leur combat contre ce qu'un système essaie de leur imposer, soit en tant que clone, du coup l'image qu'on attend d'elle, ou en tant que sportive de haut niveau, où elle va être poussée à prendre des substances un peu illicites pour exacerber ses compétences sportives. Alors, on commence vraiment pas très bien dans ce bilan parce que c'était vraiment la plus grosse déception. Ça se ressent un peu que c'est vieux, et c'était assez déconcertant parce que c'est à la fois très avant-gardiste sur certains sujets qui sont abordés, notamment la transsexualité, le clonage, le transhumanisme, la quête de sens, la sexualité, l'identité de genre. Il y a quelque chose d'assez novateur sur ces sujets. Et en même temps, il y avait des trucs très problématiques, c'est-à-dire qu'il y avait des passages, des dialogues qui étaient extrêmement problématiques, je trouvais, sur justement les personnes transgenres, le féminisme, le viol aussi. Et c'était pas seulement provenant de personnages problématiques, par exemple, parfois des personnages peuvent dire des choses qui sont moralement inacceptables, mais ça fait partie de leur caractère, c'est pour prouver que eux-mêmes sont moralement un peu limites. Mais là, j'ai trouvé que c'était vraiment omniprésent, c'est-à-dire que tous les personnages avaient à un moment une pensée problématique et en même temps pouvaient être extrêmement ouverts sur d'autres sujets, donc c'était très déconcertant. Par contre, au niveau de l'intrigue, c'était pas très logique, on s'attache pas du tout au personnage, ça va très vite. Notamment Maëlle, j'ai trouvé que tout ce qui se passait autour de son intrigue à elle allait extrêmement vite, mais c'était pas du tout logique, c'est-à-dire que je comprends pas pourquoi la meuf pète un câble du jour au lendemain. J'ai pas du tout compris ce qui se passait dans son esprit parce qu'il n'y a pas du tout d'évolution, on s'attarde pas du tout sur voilà, sa prise de conscience et son envie d'indépendance. Juste du jour au lendemain, elle décide que ouais bah ciao les gars, j'en ai marre, je me casse, et elle va faire des choses totalement pareilles, insensées. Ce livre a pas forcément passé les siècles, il a pas forcément bien vieilli, donc c'est pas un livre que je recommanderais particulièrement. Heureusement, il n'y avait pas que des déceptions dans ce Cocorico Challenge, et le deuxième livre c'est Boudica de Jean-Laurent Del Socorro, que j'ai adoré, vraiment adoré. On y suit donc l'histoire de Boudica Bodhisae, qui est une chef de clan celtes, donc les Icènes, et c'est en l'an, il me semble, 60 après Jésus-Christ. Et donc on commence avec l'adolescence de Boudica, son père est encore chef de clan, et donc on va suivre un peu son évolution en tant que jeune femme, comment elle se construit, et on comprend rapidement que cette jeune fille a un esprit d'indépendance, de révolte, et ensuite elle va devenir reine quand elle va vieillir, et tout ça c'est mis en contexte avec le début de l'occupation romaine, donc les Romains qui arrivent sur les terres bretonnes
et on va suivre un peu au début la paix avec les Romains et ensuite cette coopération qui agace un peu Boudica parce que les clans étaient fiers, les clans avaient de l'honneur et maintenant ils se mettent un peu au service des Romains pour ne pas affronter la guerre, et donc bref, elle va mener son peuple à la révolution et c'est un vrai personnage historique qui existait. J'ai beaucoup aimé le fait qu'on découvre énormément de choses sur la culture des druides, sur la philosophie des druides. Il y a un côté un peu onirique avec tout ça. C'est donc de la fantaisie historique parce que c'est vraiment l'histoire qui est romancée avec de l'onirique, avec des petites touches de fantaisie, mais c'était extrêmement agréable à lire. La plume est très agréable. Boudica est un personnage hyper intéressant, c'est une guerrière à la fois amante, mère, chef de clan. J'ai trouvé qu'elle était hyper touchante, on s'attachait énormément à elle, à ses combats, à ses idéaux. Tout est implicitement construit, expliqué dans le récit de manière très intelligente, ce qui fait qu'on a cet aspect très onirique qui construit en fait la part fantasy du récit. Et quand j'ai un peu fait les recherches autour de l'histoire de Boudica, j'ai vu qu'elle était appelée la Vercingétorix anglaise, donc par les Anglais et les Celtes. Et c'est vrai elle incarne vraiment cet esprit de liberté, de révolution. Et elle va vraiment mener son peuple à l'insurrection contre les Romains. Et Jean-Laurent Del Socorro, il a vraiment rendu un superbe hommage à cette femme d'histoire. Les personnages qu'elle a côtoyés, ses états d'âme, bon bah tout ça c'est romancé par Jean-Laurent Del Socorro, mais il a rendu un très bel hommage, il a vraiment mis en valeur ce personnage, cette femme d'histoire qui était combattante, qui était honorable, qui se battait pour ses valeurs, qui a marqué l'histoire de son peuple vis-à-vis des Romains, qui ne s'est pas laissé entraver par l'oppresseur entre guillemets, et j'ai adoré ce livre. C'était le premier de Jean-Laurent Del Socorro, mais comment vous dire que ce sera pas le dernier. Autre excellente surprise de ce Cocorico Challenge, et c'est Le Dieu Oiseau de Aurélie Wallenstein. Ça se passe donc dans un monde de fantasy où il y a 10 clans qui cohabitent et tous les 10 ans il y a une compétition qui va acclamer en fait un clan vainqueur qui prendra la main et qui va diriger tous les autres clans pour 10 ans. Et les perdants de cette compétition, bah, ils sont soit tués, soit violés, soit mangés. Oui, mangés durant un banquet où tu peux faire du cannibalisme. Et donc Faolan, notre personnage principal, il a vu toute sa famille être décimée dans un de ces fameux banquets, alors que sa famille avait perdu la compétition, et il est devenu l'esclave de Torok, qui est le fils donc, du clan vainqueur, du chef de clan vainqueur. Et il a grandi pendant presque quasiment, voilà, comme ça 10 ans, où il a vécu les pires humiliations et les pires horreurs qu'on puisse imaginer. Et vous vous en doutez bien, il va y avoir une nouvelle compétition. Donc les 10 années sont passées, la compétition du dieu oiseau va reprendre et Faolan a bon espoir puisque tout le monde peut participer, tout le monde peut essayer de se qualifier pour représenter son clan. Faolan a bon espoir de devenir le champion de son clan pour pouvoir venger sa famille et ouais voilà, prendre sa revanche quoi sur Torok. C'est un peu style Hunger Games au niveau de l'histoire, donc on fout tout le monde dans une arène, ils doivent s'entretuer et à la fin il en reste qu'un. Je crois que parfois il est classé en young adulte, moi je trouve que c'est pas du tout young adulte parce que il n'y a pas seulement de la violence physique, encore la violence physique je trouve que on peut s'en détacher comme quand on regarde des films un peu gore à la télé et qu'on sait que c'est faux. Mais là, il y a beaucoup de violence psychologique et je trouve que c'est assez difficile à lire de temps en temps, pas très adapté pour un jeune public. Faut savoir que le récit est un peu divisé en deux parties, alors pas officiellement, c'est pas deux parties distinctes, mais selon mon ressenti on va dire. La première partie, c'est tout ce qui a trait à Faolan, à son passé, à ce qu'il le subit avec Torok et aux qualifications pour la compétition. Et la deuxième partie est très différente, elle est beaucoup plus introspective, beaucoup plus psychologique, presque philosophique à des moments. Et la fin est très abstraite, hein. Donc on part vraiment d'un début assez banal dans l'action, etc. à quelque chose de plus en plus abstrait, de plus en plus conceptuel on va dire, et la fin c'est un peu l'explosion de tout ça. Ce que j'ai bien aimé dans le récit c'est que c'est pas du tout manichéen, il y a une réflexion autour de la violence engendre la violence, la vengeance, etc. On voit Faolan évoluer énormément au fil du récit et je vous jure, on le prend en pitié, ce gamin a vécu tellement de choses horribles, mais il a vécu en fait tellement des horreurs et il a un passé qui est tellement différent du nôtre
que même si on le prend en pitié, il n'y a pas de connexion émotionnelle. Moi je me suis pas sentie investie dans le personnage, je me suis pas connectée à ses émotions, je me suis pas connectée à ce qu'il ressentait. En même temps c'est un peu normal parce que heureusement pour moi, et merci, j'ai pas eu son passé, j'ai pas eu son enfance. Parce que on reste tout le temps, tout au long du récit, on est constamment dans la tête de Faolan et il a des pensées hyper sombres vis-à-vis de ses traumatismes et vis-à-vis de son passé. Donc c'est très difficile parfois d'être avec lui dans sa tête parce que il y a tous ces doutes, toutes ces angoisses, toutes les émotions qui le submergent et c'est des émotions qui sont très violentes, qui sont très intenses. Après le rythme reste très soutenu. On n'est pas dans quelque chose de contemplatif et de lent, même si ça part dans des choses un peu plus abstraites. À la fin, ça reste quand même un récit haletant, un récit où il se passe quand même tout le temps des choses. On n'est pas sur des monologues et de l'introspection sur des dizaines de pages. Mais j'ai un peu de mal à exprimer ce que je ressens vis-à-vis de ce livre et à vraiment mettre des mots sur cette histoire parce que la fin, j'ai pas compris en fait toute la fin, je crois. La fin m'a laissé un peu bouche bée et j'ai beaucoup aimé les grandes lignes que j'en ai compris parce que j'ai quand même, bon, pas non plus complètement à la ramasse. Et je me disais mais what the fuck, genre je comprends rien, qu'est-ce qui est en train de se passer? Je visualisais pas, je comprenais pas, je saisissais pas ce qui était en train de se passer. Moi j'étais là, s'il vous plaît, j'ai besoin d'une explication. Et je suis allée chercher sur internet, explication Dieu oiseau Rayleigh Wallenstein, parce que j'ai eu beaucoup de mal et encore maintenant à m'expliquer la fin de ce livre. Donc si vous l'avez lu, je suis preneuse d'explications, je suis preneuse de votre ressenti, de ce que vous en avez pensé. Enfin bref, c'était assez particulier, c'était quand même une très belle découverte. Alors là, mon cœur saigne, mon cœur est triste parce que j'avais vraiment très envie d'aimer ce livre, mais j'ai été déçue par La Nuit des Temps de René Barjavel. J'ai été très déçue. L'histoire c'est qu'on est en Antarctique, on suit une mission d'expédition française qui a pour but d'étudier la calotte glaciaire et en fait pendant leurs études ils captent un signal radio sur leur machine, un peu bizarre, et il a l'air de venir de plus de 1000 mètres de profondeur sous la glace, sauf que normalement à 1000 mètres sous la glace c'est des trucs qui remontent à 900 000 ans. Ils comprennent pas trop, ils arrivent à convaincre des gens de mener une expédition plus approfondie pour découvrir la source de ce signal et ils ne savent pas sur quoi ils vont tomber et les mystères qu'ils vont déterrer. Alors, la promesse était géniale, vraiment moi ce côté antarctique, quelque chose caché dans les profondeurs qu'on va déterrer et qu'on n'arrive pas à maîtriser l'impact que ça va avoir sur ta réalité. La promesse était folle, vraiment moi j'étais à fond, mais je m'étais presque pas du tout renseignée en fait sur ce livre et du coup je m'attendais à découvrir quelque chose, je m'attendais à avoir une sorte d'histoire et c'était pas du tout ça. C'était pas du tout ça, c'est-à-dire que la partie expédition prend une part du récit mais finalement assez minime. Moi j'ai vraiment adoré le début, j'ai été énormément prise et à partir du moment où ils ont découvert ce fameux mystère et où on découvre un peu avec eux les tenants et les aboutissants de ce qui est caché sous cette glace, bah franchement j'ai pas trop aimé. En fait c'est hyper dur parce que je peux pas vous dire de quoi ça parle parce que je peux pas vous dire le mystère qui se cache sous la glace, mais en même temps c'est ce mystère qui m'a déçue, c'est ça qui m'a pas convaincue, donc je vais pas non plus m'étaler sans ces temps. La Nuit des Temps c'est un scénario qui de base devait être fait en film, il l'explique en fait dans une petite note au tout début du livre, ça devait être un film. Et René Barjavel a récupéré ce scénario abandonné puisque le film ne s'est finalement jamais fait et l'a adapté en livre, a repris cette histoire et moi je trouve que en film ça aurait été génial. C'est très visuel en fait. Je visualise beaucoup plus tout ce qui se passe d'un point de vue d'image plutôt que de mots. Par contre, je comprends et vraiment objectivement je comprends l'intérêt, l'attrait, l'engouement qu'il y a autour de ce livre, pourquoi c'est un classique de la SF, pourquoi c'est un socle qui a inspiré en fait toutes les autres SF d'après. Et il y a beaucoup d'histoires de SF beaucoup plus récentes qui se sont inspirées de La Nuit des Temps, donc j'arrive vraiment objectivement à comprendre la beauté, la richesse, l'intelligence de ce récit. Mais il est ancien et en fait beaucoup de choses similaires ont été faites après. Donc je pense qu'aussi ça joue sur le fait que j'ai pas trouvé ça incroyable, j'ai pas été surprise. Donc je suis restée très spectatrice de ce récit et c'est vraiment dommage. Après ce qui m'a pas convaincue c'est vraiment un point de vue subjectif.
mais un point de vue objectif, je capte. Je capte pourquoi c'est bien, juste j'ai vu trop de choses arriver. Et de nouveau, je l'avais déjà dit, mais moi être surprise par un roman, ça fait partie de mes critères. J'aime être surprise. Pour moi, ça peut pas être un coup de cœur si j'ai pas été surprise. Et là, pour le coup, c'est une déception. Donc voilà, ça reste un très bon ouvrage. Je comprends pourquoi il a bouleversé beaucoup de gens, mais moi, j'y ai pas été sensible. Avant-dernier livre de ce bilan, et je pense que c'est ma plus belle surprise, ma plus belle découverte de ce Cocorico Challenge, et c'est Chien du Home de Justine Niogré, qui est un tout petit livre, mais qui m'a vraiment bouleversée. Je l'ai lu très lentement, pourtant j'avais envie d'y revenir tout le temps, mais je le lisais très lentement, petit bout par petit bout, parce que je lisais un chapitre, je lisais une partie, et c'était très intense, ça m'apportait beaucoup d'émotions, donc je ressentais le besoin de faire une pause, de faire autre chose et ensuite d'y revenir, mais peut-être pas très longtemps après. Voilà, de le lire lentement, de le savourer. Il y a des livres comme ça que vous dévorez et d'autres que vous savourez vraiment, vous prenez votre temps parce qu'ils vous apportent énormément de choses. Les mots sont tellement bien choisis, tout est tellement bien choisi que même une toute petite portion du texte vous apporte déjà la satisfaction de ce que la lecture en fait peut vous apporter comme émotion, comme ressenti, etc. Donc ça m'a vraiment fait ça. On y suit Chien du Home, qui est une jeune femme en fait en quête de sa véritable identité. Elle ne sait pas d'où elle vient, elle ne sait pas comment elle s'appelle. Elle a grandi avec son père qui ensuite est décédé, elle s'est retrouvée toute seule, mais elle n'a jamais connu sa véritable identité. Et donc on la découvre au début de cette quête. Et tout simplement, on va suivre en fait son parcours au fil des années, les personnages qu'elle va rencontrer, notamment Régéir et le sanglier qui vont être deux de ses compagnons un peu attitrés qui vont très souvent revenir dans le récit. Et c'est tout. Il n'y a pas d'action particulière, il n'y a pas d'intrigue. C'est Chien du Home, cette jeune femme, cette mercenaire, cette guerrière, femme indépendante, etc. qui cherche simplement qui elle est, son identité. Et mon Dieu, déjà Chien du Home est extrêmement attachante, ce personnage est incroyablement bien construit. Ses acolytes, personnages secondaires, Régéir et le sanglier, on adore. Régéir quand il parle parce qu'il y a des parties qui lui sont consacrées où il raconte son passé, où il raconte des histoires. Ces parties étaient exceptionnellement belles, vraiment hyper émouvantes. Enfin, je lisais des passages et j'étais émue en les lisant. C'est vraiment l'exemple parfait du type de livre où les personnages portent le récit, c'est-à-dire que sans eux, il n'y a pas d'intrigue, il n'y a pas d'histoire, il n'y a rien. Les personnages, leur passé, leurs émotions, c'est ça le récit. C'est pas une intrigue autour d'action, c'est une intrigue autour de fragments de vie. C'est donc un ouvrage de fantasy médiévale, tout se passe dans un contexte médiéval et autour de l'histoire de Chien du Home et de ses compatriotes, il y a aussi le déclin du Moyen-Âge qui est un peu mis en perspective, qui est un peu le décor qui sert à toute cette intrigue. Après, vous attendez pas à de la vraie fantasy, de la big fantasy avec des dragons à la Game of Thrones ou avec de la magie à l'Assassin Royal, c'est pas du tout ça. On est sur un élément de fantasy qui va venir troubler et qui va venir compléter ce récit médiéval, élément de fantasy qui est assez subtil, hein, qui est pas si présent que ça, mais que pourtant j'ai beaucoup aimé, que j'ai trouvé que ça a apporté une touche, mais elle est vraiment très minime, hein. Lisez pas ça pour lire de la bonne grosse fantasy, c'est pas du tout le cas, c'est plus un récit médiéval qui est un peu twisté avec une touche de fantastique. Donc ouais, c'est une lecture un peu particulière, un peu curieuse, j'avais jamais rien lu comme ça, et c'est très paradoxal parce qu'en même temps on suit une mercenaire, une guerrière, et il y a très peu d'action. On est beaucoup dans la quête de sens, la quête d'identité, sur beaucoup de réflexion et d'introspection. Et je suis hyper enthousiaste, j'ai trop hâte de découvrir ce que Justine Niogré a écrit d'autre. Je suis très convaincue par sa plume, très convaincue par son style et sa manière d'appréhender les choses. Donc j'ai vraiment trop hâte de découvrir ce qu'elle a écrit d'autre. Et enfin, dernier livre de ce Cocorico Challenge, donc le 6e que j'ai fini en plus, le dernier jour, vraiment le dernier jour du Cocorico Challenge, donc la veille du 1er octobre. Et c'était les Mémoires de Zeus de Maurice Dorion. Alors quand vous vous en doutez,
c'est les mémoires de Zeus, c'est-à-dire que c'est Zeus, le mec s'est réveillé après un long sommeil et il nous parle, il nous raconte sa vie à nous, les hommes qu'il a créés, qu'il appelle ses frères. Et voilà, donc on suit plusieurs parties. Au début c'est la création, enfin les parents de Zeus, sa création, ensuite son enfance, son adolescence, sa prise de pouvoir, sa vie en tant qu'adulte, beaucoup ses amours, n'est-ce pas, parce que monsieur était un coureur de jupons. C'était hyper intéressant, on y croise absolument toutes les divinités grecques que vous pouvez imaginer, Chronos, la Terre Gaïa, Prométhée, Pandore, Héphaïstos, enfin bref. Tous les mecs sont là, tous les mecs sont réunis, vous pouvez retracer absolument toutes les intrigues, tous les complots, toutes les petites histoires qu'il y a eu entre eux, Gossip Girl sur l'Olympe, hein, leur vie. J'ai trouvé que c'était très intéressant parce que je suis loin d'être une experte sur la mythologie grecque, et il y avait des histoires que je connaissais, il y avait des histoires qui faisaient écho à ce que j'avais déjà entendu, mais j'ai découvert énormément de mythes, de liens entre les divinités. Bon, après clairement ils sont tous frères, sœurs, il y a de la consanguinité partout chez eux, hein, donc ils sont un peu tous de la même famille, premier degré, hein. Ça traite un peu de notre histoire en tant qu'être humain, nos traits de caractère, notre évolution, etc. parce que l'existence de l'homme est indissociable dans la mythologie grecque de l'existence des dieux, et il y a des parties qui sont très philosophiques, qui amènent à la réflexion sur notre réalité en tant qu'homme, sur notre existence, sur nos qualités, nos défauts, notre manière de voir la vie, notre manière de voir la mort, notre relation avec la nature. Il y avait vraiment des passages qui étaient très beaux, très bien écrits et qui amenaient une réflexion telle que on lit ces passages, on s'arrête, on les relit une deuxième fois, on se pose et on se dit ah ouais, genre c'était marquant, ça t'a amené à réfléchir à ta propre condition humaine, parfois pour le mieux, parfois pour le pire on va dire, hein. Mais c'était très prenant et beaucoup plus intéressant que ce à quoi je m'attendais, parce que c'est un peu difficile hein, de faire un arbre généalogique avec les histoires de tout le monde et de rendre ça toujours intéressant. Ça m'a fait penser à Fire and Blood de George R. Martin, où il reprend la saga des Targaryens et arrive à faire ça de manière très dynamique. Et ben là c'était pareil, vraiment j'ai beaucoup apprécié ma lecture, un peu long à la fin parce qu'on traite surtout des amours de Zeus et que, comment vous dire, que le mec était un bip de première, hein. On voit que ça a été écrit par un homme et que ça a été écrit il y a un moment déjà, hein. Je crois que ça a été publié dans les années 60 en tout premier lieu. Bon, si Zeus est infidèle, c'est à cause de sa femme, hein. Si Zeus est infidèle, c'est parce que sa femme elle est quand même pas cool avec lui, il se permet de la traiter comme une merde, il se permet de pas trop attendre le consentement des femmes avec qui il couche. Pour lui en fait toutes les femmes lui sont vouées hein, sexuellement. Il a l'impression de leur faire un honneur et c'est un hommage de coucher avec elles. Tu lèves un peu les yeux au ciel et le problème c'est qu'à la fin il se consacre beaucoup à la fornication avec les humaines et les autres déesses pour faire des petits bébés un peu dans tous les sens. Et voilà, et cette partie-là était pas non plus hyper intéressante parce qu'on s'en fout un peu, hein. À part ce petit bémol, c'était hyper sympa de voir le destin des divinités, le destin des humains qui ont croisé le chemin des dieux. Aussi, ça m'a donné envie, à fond, d'aller en Égypte, en Grèce, en Italie, là où énormément de choses se sont passées au niveau péripéties divines, on va dire. Donc ça m'a vraiment donné envie d'aller voir de mes yeux, hein, de mes propres yeux, ces endroits pour ressentir la connexion avec ces mythes, parce que je pense que si on se rend en Grèce en ayant en tête et une bonne image de toutes ces histoires divines, de tous ces mythes, c'est le grain de sel en plus sur notre voyage. Et en tout cas, j'en ai appris beaucoup sur les divinités. C'était très agréable à lire, j'ai adoré la plume de nouveau de Maurice Druon, donc je pense que je me lancerai dans les Rois maudits qui me faisaient un peu peur, mais je suis convaincue si c'est la même qualité d'écriture que ce texte-là. On espère que ce sera un peu moins sexiste, ça serait quand même sympa. Et voilà, en tout cas, ça plaira pas à tout le monde, c'est clair. C'est quand même 400 pages, mais si ça vous intéresse et que vous n'avez pas non plus des connaissances déjà trop poussées sur le sujet, parce que là, dans ce cas-là, peut-être que ça sera un peu chiant parce que vous allez peut-être rien apprendre. Mais si vous êtes un peu entre les deux, ça vous intéresse vraiment, mais vous n'avez pas non plus des connaissances très poussées, un peu comme moi, c'était un super livre, très sympa à lire. Et donc le livre que j'ai pas lu, c'était Port d'âme de Lionel Davoust, parce que déjà j'ai pas eu le temps, et de deux, j'ai aussi appris que ça spoilait la saga, la trilogie des dieux sauvages du même auteur, ça spoilait le gagnant de la guerre, donc c'est Camelot Magicado qui l'avait dit dans une vidéo. Et donc comme j'ai pas eu le temps et qu'en plus j'ai envie de lire la saga des dieux sauvages, je me suis dit
Ciao mon gars, je te ressortirai de ma palle une autre fois plus tard quand tu me spoileras pas la fin des Dieux sauvages. Donc voilà, c'est le livre que j'ai pas lu, c'est mon petit moins 10% à ma réussite du challenge. On est quand même sur un challenge de qualité, hein, parce que on est à 2 déceptions pour 4 très belles découvertes, donc je suis extrêmement contente d'avoir participé à ce challenge, notamment pour découvrir la plume de Justine Yogret, Aurélie Wallenstein, même René Margerel, sa plume j'ai beaucoup aimé même si j'ai pas été convaincue par l'histoire. Jean-Laurent Del Socorro, parfait. Maurice Druon, pareil. Bref, j'ai adoré découvrir ces auteurs qui étaient tous des premières fois pour moi. Je n'avais encore jamais lu de livres, d'histoires, d'œuvres, peu importe, de ces auteurs. Donc, ravie d'avoir pu mettre à l'honneur avec tous les autres participants de ce challenge la littérature SFFF française. Je m'en vais de ce pas découvrir les autres œuvres de ces auteurs que j'ai beaucoup appréciées. J'espère que votre challenge s'est bien passé. Dites-moi en commentaire si vous l'avez fait, si vous avez eu des déceptions, des coups de cœur, bref un peu comment ça s'est passé et quel livre vous avez apprécié. En attendant, je vous fais plein de bisous, je vous souhaite plein de belles découvertes livresques et je vous dis à la prochaine!